Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures. Voici les titres de ce soir. Le chef de l'État a présidé les travaux de la 7e séance du Conseil des ministres. Au niveau mondial, le conflit à Gaza, un charnier découvert dans la cour d'un hôpital à Khan Younis. Les détails dans cette édition de ce soir. Bienvenue encore, mesdames et messieurs. Le journal au complet à présent. Ce mardi 23 avril 2024, le chef de l'État a présidé le 7e séance du Conseil des ministres. Nombreuses questions étaient à l'ordre du jour. Le rapport avec le porte-parole du gouvernement. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, s'est tenue la 7e séance du Conseil des ministres en ce mardi 23 avril 2024. Étaient inscrites à l'ordre du jour 6 questions. La première question concerne un projet de loi portant ratification de l'accord de financement concessionnel relatif au projet d'appui aux filières agro-business de Djibouti. Ce projet de loi de financement d'un montant total de 2,6 milliards de francs a été signé entre la République de Djibouti et l'Association internationale de développement plus connue sous l'acronyme IDA. Il vise à concentrer les investissements sur les pôles de croissance ayant un potentiel économique plus élevé afin de maximiser l'impact des ressources rares et d'attirer les investissements privés dans l'agroalimentaire. Ce projet d'appui aux filières agroalimentaires de Djibouti se concentre en priorité sur un nombre limité de chaînes de valeur sélectionnées et en particulier les fruits et légumes, les petits ruminants, les productions d'œufs et de fourrage. Le projet soutiendra également les activités des chaînes de valeur liées à la diversification, telles que la production de miel et de dattes, l'agrotourisme et les plantes médicinales aromatiques. Le projet des filières agricoles résilientes est conçu autour des composantes suivantes. La structuration des producteurs agroalimentaires djiboutiens par le biais d'un cadre législatif et réglementaire adapté pour ce secteur. La substitution partiellement des importations alimentaires, l'amélioration de la production, la transformation et la commercialisation du secteur de la production animale, la mise en place des infrastructures et des services publics de base dans les zones rurales et la promotion du transfert des dernières solutions et technologies innovantes. La deuxième question est relative à une communication sur le rapport annuel 2023 des activités de la Commission nationale des marchés publics. Le secrétaire général du gouvernement a fait une communication sur le rapport annuel d'activité 2022-2023 de la Commission nationale des marchés publics, conformément aux dispositions du Code des marchés publics. La commande publique, processus par lequel les organismes publics acquièrent des biens et services via une procédure ouverte et concurrentielle, représente une part significative de l'économie nationale. Elle constitue un socle de l'équité et de la transparence pour une justice sociale et contribue à la création d'emplois, au renforcement de la protection sociale et à l'augmentation des revenus fiscaux. La Commission nationale des marchés publics, conscient de l'importance de l'efficacité, de la responsabilité et de l'intégrité dans la gestion des ressources publiques, a entrepris des réformes majeures au cours des 10 dernières années. Ces réformes ont conduit à une amélioration notable de l'efficacité de la commande publique, notamment par la rationalisation des délais de traitement des dossiers, le renforcement des capacités des membres de la Commission et la mise en place des mécanismes de transparence et de gestion des plaintes. La Commission a validé et attribué 44,8 milliards de francs Djibouti en 2023. Ce rapport annuel d'activité 2023 met en lumière les réformes entreprises, les données statistiques de l'année en cours. Ce rapport vise à informer les décideurs politiques, la communauté des affaires, les chercheurs, la société civile et le grand public sur les activités de passation des marchés. La Commission nationale des marchés publics constitue une plateforme de régulation de la commande publique et de contrôle du système national de passation des marchés, contribuant ainsi à une meilleure gouvernance économique et financière. Enfin, le secrétaire général du gouvernement a souligné que ce rapport était entièrement disponible en ligne. Il s'inscrit aussi dans la volonté des autorités
de renforcer la communication et la reddition des comptes et la nécessité de partager avec l'ensemble de nos concitoyens les activités ainsi que les réformes réalisées au cours de l'année 2023. La troisième question concerne un projet de décret portant désignation des membres du Conseil de régulation de l'autorité de régulation multisectorielle de Djibouti. Ce décret a pour objet de nommer les membres qui composeront cet organe conformément à la loi numéro 74 de l'année 2020, 8e législature, en son article 15. Le Conseil de régulation est l'instance délibérante et décisionnelle de l'autorité de régulation chargée de définir et orienter sa politique générale ainsi que d'évaluer sa gestion dans le cadre des missions qui lui sont dévolues. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la mise en place d'une régulation efficace et transparente des différents secteurs concernés afin de promouvoir le développement économique et assurer le respect des normes et des règles en vigueur. Poursuivons avec la deuxième partie de cette septième séance du Conseil des ministres de ce matin. Le rapport toujours avec son Excellence, M. Mahmoud Ali Youssouf. La quatrième question est relative à un projet de loi portant adoption de la politique nationale de la jeunesse et de la culture pour la période 2023-2027. Ce projet de loi sur la politique nationale de la jeunesse et son plan d'action stratégique constitue le cadre de référence permettant d'orienter l'intervention et les efforts de l'ensemble des acteurs en matière de jeunesse et de culture. La politique nationale de la jeunesse a déjà instauré un environnement favorable avec des actions et des programmes en faveur de la jeunesse. La stratégie vise à développer la formation professionnelle, l'insertion économique, la santé, la participation entière et effective à la vie sociale et politique des jeunes, afin de réduire considérablement le chômage, le sous-emploi, l'oisiveté et la précarité. Le document de politique nationale s'articule autour de 5 axes. L'insertion économique et professionnelle des jeunes, premier axe, l'insertion sociale et culturelle, deuxième axe, l'engagement socio-politique, troisième axe, la lutte contre la consommation des drogues et l'alcoolisme, quatrième axe, et le développement des volontariats des jeunes, le cinquième axe. Dans le domaine culturel, la stratégie vise à doter la jeunesse des moyens de se réapproprier son patrimoine culturel en s'appuyant sur l'éducation formelle et informelle, l'apprentissage des langues nationales, l'étude des productions orales et primaires jusqu'à l'université. La sauvegarde de ce riche patrimoine, en plus des sites historiques et archéologiques, font partie des objectifs poursuivis. Ce projet de loi propose un dispositif institutionnel de mise en œuvre accompagné d'un plan opérationnel. La présente politique nationale tire son inspiration de la vision Djibouti 2035. La cinquième question concerne un projet de décret portant organisation et fonctionnement des polycliniques de santé. Le présent projet de décret fixe l'organisation et le fonctionnement des polycliniques de santé. Ces polycliniques constituent un niveau intermédiaire dans la pyramide sanitaire et proposent des gammes de services de soins spécialisés en milieu urbain et périurbain aux populations afin de permettre le désengorgement et supprimer les goulots d'étranglement au niveau du centre hospitalier universitaire de Djibouti. Les polycliniques jouent un rôle essentiel dans la coordination des soins, la prévention, le diagnostic et le traitement des patients, contribuant ainsi à améliorer l'accessibilité et la qualité des services de santé. Enfin, la mise en place de ces structures permettra d'améliorer notre système de santé et d'assurer un meilleur état de santé et de bien-être pour chaque individu dans notre pays. La sixième question est relative à un projet d'arrêté fixant les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des comités techniques de normalisation conformément à l'article 24 du décret numéro 2022-092, présidence, du 4 mai 2022. Les comités techniques de normalisation sont des organes essentiels chargés de coordonner les activités de normalisation dans un domaine ou un secteur d'activité spécifique. Ce projet d'arrêté présenté par le ministère du Commerce vise donc à encadrer la création des comités techniques de normalisation en énonçant notamment les procédures de création,
et les règles à suivre en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement de ces comités. Il s'agit d'établir des lignes directrices claires pour garantir l'efficacité et la cohérence des activités de normalisation menées par les comités. Communiqué à présent de la garde-côte, une importante opération de recherche et sauvetage en mer est menée par les équipes de la garde-côte djiboutienne depuis 3 heures pile dans la nuit du 22 au 23 avril 2024 au large de Godoria. C'est à ce moment que les équipes de patrouille de surveillance maritime de la garde-côte djiboutienne ont fait face à une embarcation de type Galba en situation de naufrage et transportant des migrants clandestins vers le Yémen. L'intervention des équipes sur place a été immédiate et a été renforcée par les moyens humains et matériels du département des recherches et sauvetage de la garde-côte djiboutienne. Actuellement, le bilan s'établit à 21 morts, dont 5 femmes, 15 hommes et 1 enfant, 32 rescapés et 25 disparus. Cette nouvelle tragédie fait suite au naufrage du 8 avril 2024. Les opérations de recherche et sauvetage sont toujours en cours. Direction Abidjan à présent. Lors de sa visite au Côte d'Ivoire, Abidjan, le ministre Moustapha Mohamed Mahamoud a eu l'opportunité de découvrir de près les structures relevant du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage de la Côte d'Ivoire. Parmi ces structures, 2 institutions ont particulièrement retenu son attention, l'Institut pédagogique national de l'enseignement technique et professionnel et le lycée technique d'Abidjan. L'Institut pédagogique national de l'enseignement technique et professionnel d'Abidjan occupe une place centrale dans la formation des formateurs et des apprenants. Son rôle primordial est de garantir une formation initiale et continue de qualité pour les enseignants et les formateurs des formateurs. En outre, le ministre djiboutien a également visité le lycée technique d'Abidjan, une institution d'enseignement technique reconnue pour sa diversité de filières et son expertise dans la formation professionnelle. Le lycée technique d'Abidjan s'efforce également de maintenir des liens étroits avec les acteurs industriels. Ensemble, l'Institut pédagogique national de l'enseignement technique et professionnel et le lycée technique d'Abidjan jouent un rôle crucial dans le système éducatif ivoirien en formant efficacement les formateurs et les apprenants. La visite du ministre, son Excellence M. Moustapha Mohamed Mahamoud, à ces établissements a renforcé sa conviction quant à l'importance de promouvoir des partenariats similaires entre Djibouti et la Côte d'Ivoire dans le domaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Nous allons écouter à présent les impressions du ministre, son Excellence M. Moustapha Mohamed Mahmoud, ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle de Djibouti. Nous avons eu des échanges en matière de partenariat possible entre Djibouti et donc la Côte d'Ivoire en matière de formation professionnelle. Nous venons de signer même un accord de partenariat entre nos 2 pays. Et vraiment, nous avons eu la chance également de découvrir un peu le système de formation professionnelle de la Côte d'Ivoire qui est vraiment très inspirant et très intéressant. Et d'ailleurs, beaucoup de Djiboutiens ont fait leur formation professionnelle ici en Côte d'Ivoire. Donc on aimerait bien que vraiment aujourd'hui nous puissions reprendre ce partenariat de formation et que nous puissions nous inspirer de l'expertise ivoirienne. Je sais que par rapport à la vision de la formation professionnelle de la Côte d'Ivoire et par rapport à nous aussi, toute la réforme que nous avons entreprise pour que nous puissions disponibiliser sur le marché du travail djiboutien une main-d'œuvre compétente et qualifiée, nous avons à apprendre énormément, notamment la formation des formateurs. Par exemple, envoyer nos enseignants suivre des formations de formateurs ici, à Abidjan même, mais également pour la poursuite d'études à nos jeunes aussi dans certaines filières que nous n'avons pas là-bas, mais qui pourront, Inch'Allah, faire leur formation académique ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Vous savez, il y a toujours, même si c'est un petit pays Djibouti, nous avons toujours quelque chose à offrir aux grands frères ivoiriens. Donc par exemple, nous avons développé ce que nous appelons tout à l'heure des centres de formation.
et surtout le cursus de formation, comme je disais au ministre, sur 3 années, presque une année, l'élève passe sa formation en milieu professionnel. Donc je pense que c'est quelque chose qui peut inspirer également le système de formation professionnelle de la Côte d'Ivoire. Et surtout, nous avons apporté notre jeunesse. Nous sommes une population jeune. Et donc, peut-être aussi le système bilingue et trilingue. Nous avons un système trilingue, même nous parlons aussi bien l'arabe, le français, également l'anglais, que nous avons introduit dans nos enseignements apprentissages dès la 3e année. Mag de ce journal à présent, au cours des dernières décennies, l'éducation arabe a connu un développement remarquable à Djibouti. Grâce aux efforts des écoles privées arabes qui bénéficient d'un grand soutien du président de la République, El Hadj Ismaël Omar Guelleh, et d'une supervision du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Voici un mag préparé par la rédaction. Le nombre de ces locuteurs dépasse les 550 millions de personnes dans le monde, dont environ 300 millions sont des locuteurs natifs et environ 250 millions le prennent comme deuxième langue et se classent donc presque aux 2e place des langues mondiales en nombre de locuteurs après l'anglais. C'est aussi la langue de la religion pour plus de 2 milliards de musulmans répartis dans le monde. Il s'agit de l'arabe, la langue du Saint-Coran, que les musulmans ont toujours chérie tout au long de l'histoire, que ce soit en termes de l'enseigner ou de la diffuser à travers les horizons. Ainsi, elle occupe toujours une place importante dans la vie des musulmans. En République de Djibouti, la langue arabe fait l'objet d'une grande attention depuis l'arrivée au pouvoir du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, où il a travaillé sans relâche pour promouvoir sa présence. Il a également renforcé, encouragé et soutenu les institutions intéressées par cette langue. Dans ce contexte, les écoles privées arabes supervisées par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle jouent un rôle central dans l'éducation de la langue arabe en particulier, ainsi que de la culture musulmane en général. Le nombre d'écoles privées en arabe reconnues par le ministère de l'Éducation nationale est de 15 écoles, comprenant des primaires, collèges et secondaires. Ainsi, le nombre d'élèves qui y sont inscrits est au total 2700 élèves. L'Université de Djibouti accueille chaque année les titulaires du certificat d'études secondaires arabes ou bac notamment dans 2 facultés, à savoir la comptabilité et des langues. Leur nombre est actuellement estimé à des centaines d'élèves. L'école islamique Al-Najah est en tête des institutions qui se consacrent à l'éducation des enfants en langue arabe de la maternelle jusqu'à la fin du secondaire. La fondation de l'école islamique Al-Najah remonte à l'année 1931, c'est-à-dire à l'époque coloniale, ce qui en fait la première école privée en arabe à Djibouti. Depuis sa création par feu Aloud Kouesh, l'objectif de cette école a toujours été de renforcer la place de la langue arabe au sein de la société djiboutienne. Au cours de cette dernière décennie, l'école a joué un rôle tangible dans l'enseignement de la langue arabe et un diplôme à un nombre énorme. J'ai saisi cette opportunité pour saluer les efforts déployés par le fondateur. Ainsi, je tiens à remercier le leadership politique de Djibouti pour son grand intérêt pour cette langue. Ainsi, je salue le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle dans le but d'assurer une éducation de qualité pour toutes et de développer des méthodes et un environnement d'apprentissage centré sur l'élève. Parmi les autres institutions qui ont laissé leur empreinte sur la trajectoire de la langue arabe à Djibouti, on trouve l'école Al-Ishra, créée il y a plus de 4 décennies comme la première école arabe après l'indépendance. Son siège est actuellement situé à proximité du lycée Guel Betel. Cheikh Mohamed Ousmane Saleh, rahimahullah, et ses compagnons ont pris l'initiative de fonder l'école Al-Irshad en 1978, à une époque où le pays avait grandement besoin d'apprendre la langue arabe. Cet édifice éducatif contribue depuis 46 ans à la diffusion et à l'enseignement de la langue arabe à Djibouti. Le nombre de ses diplômés a atteint plus de 2500 élèves, dont certains d'entre eux occupent aujourd'hui des postes importants dans le secteur public et privé. Je profite de cette opportunité pour exprimer ma gratitude et mes remerciements au président de la République ainsi qu'à la première dame pour leur grand intérêt à promouvoir la langue arabe à Djibouti. Je tiens également à remercier le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pour avoir dédié une semaine nationale à la langue arabe chaque année à Djibouti. D'autre part, dans une initiative digne de reconnaissance et d'éloge,
Témoignant de l'intérêt gouvernemental pour la langue arabe, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, en collaboration étroite avec l'Association des écoles privées arabes, a célébré la Semaine nationale de la langue arabe en conjonction avec la Journée internationale de la langue arabe. Étaient présents les ambassadeurs des pays arabes à Djibouti ainsi que le président de l'Association des écoles privées arabes, les directeurs de ces établissements éducatifs, outre les cadres du ministère de l'Éducation nationale. لقد صارت اللغة العربية لغة عالمية بالإسلام. La langue arabe est extrêmement importante, riche en vocabulaire, grâce à l'islam. Elle est devenue une langue universelle. Elle n'est pas seulement la langue de la pensée, de la littérature, de la philosophie et de la civilisation, mais elle est également l'une des langues les plus répandues et utilisées dans le monde. Dans cette optique, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle accorde une importance au développement de la langue arabe dans les écoles publiques et privées. Malgré les défis auxquels elle est confrontée, l'engagement des pays arabes et des communautés arabes à promouvoir et à développer l'usage de la langue arabe. Cet autre grand format est sur un complexe médical inauguré récemment par le chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Un complexe médical qui se distingue comme une référence incontournable en matière de santé et de technologies de pointe. Équipé des dernières avancées médicales et soutenu par un personnel dévoué, il incarne l'excellence médicale dans le pays. Cet édifice flambant neuf offre un cadre agréable et fonctionnel avec 9 médecins généralistes assurant les consultations et les gardes aux urgences. Voici un autre mag de la rédaction. Les artères dynamiques de la ville émerge un bastion de soins et d'innovation. Le quartier général de la police nationale abritant une institution à la mission cruciale. Cet établissement, dédié à répondre aux besoins de santé des policiers et de leurs familles, tout en contribuant au système de santé national, n'est autre que l'hôpital de la police nationale. Inauguré récemment par le chef de l'État, M. Ismaël Omar Guelleh, ce complexe médical se distingue comme une référence incontournable en matière de santé et de technologie de pointe. Équipé des dernières avancées médicales et soutenu par un personnel dévoué, il incarne l'excellence médicale dans le pays. Cet édifice flambant neuf offre un cadre agréable et fonctionnel avec 9 médecins généralistes assurant les consultations et les gardes aux urgences. Leur engagement dépasse les frontières urbaines, intervenant dans les zones reculées du pays ainsi que dans les opérations de maintien de la paix sous l'égide de l'Union africaine et des Nations unies. Doté de 21 spécialistes répartis sur le territoire national dans toutes les branches de la médecine et avec 4 autres en cours de formation, l'hôpital de la police nationale garantit une prise en charge complète, y compris dans le domaine chirurgical. Doté de 95 lits et 5 couveuses, l'hôpital de la police nationale offre les prestations suivantes. Les consultations spécialisées en médecine et chirurgie, les urgences médicales, les hospitalisations pluridisciplinaires, activités opératoires notamment dans les domaines vasculaires, thoraciques, la réparation des malformations des nouveau-nés, les explorations biologiques dans un laboratoire performant dirigé par un expert djiboutien. En plus de ses équipements à la pointe de la technologie et de son personnel dévoué, l'hôpital de la police nationale se démarque par sa diversité de spécialités médicales. Des domaines parfois rares dans le pays sont ici disponibles, offrant aux patients un accès sans précédent à des traitements spécialisés. De la neurochirurgie à la cardiologie interventionnelle, en passant par la traumatologie et la médecine d'urgence, cet établissement propose un éventail complet de services médicaux de classe mondiale. Le ministère de la Femme et de la Famille a organisé ce matin une cérémonie de réception de dons d'équipements bureautiques et informatiques de la part de la compagnie Kaizen, financée par l'USAID. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet de l'USAID axé sur l'engagement de la société civile, visant à renforcer les capacités des organisations de la société civile, tout en favorisant les partenariats entre les OEC, les ministères et les conseils régionaux des 5 régions de l'intérieur, afin de mieux répondre aux besoins des communautés locales. On prit part à cette cérémonie la ministre de la Femme et de la Famille, son Excellence Mme Mouna Ousmane Aden, la représentante de l'USAID, Mme Nancy, la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, Mme Anissa Hassan Bahdon, et la directrice de gestion de projet, Mme Louria Ahmed. Dans sa brève allocution, la ministre de la Femme et de la Famille a souligné l'importance de ces équipements pour le renforcement des capacités opérationnelles du ministère. Quant à la représentante de l'USAID à Djibouti, Mme Nancy, a exprimé sa satisfaction quant aux résultats tangibles de cette fructueuse collaboration entre le gouvernement djiboutien et l'USAID.
Cet événement souligne l'engagement à long terme de l'USAID en faveur du développement durable pour Djibouti et sa volonté de soutenir les efforts du gouvernement. Et donc toujours hier, lundi 22 avril, lors d'une cérémonie officielle, l'USAID a également fait un don d'équipements bureautiques et informatiques au ministère de la décentralisation. La cérémonie de remise officielle de matériel bureautique et informatique a eu lieu dans la salle de réunion du ministère délégué chargé de la décentralisation. La cérémonie a été présidée par le ministre délégué chargé de la décentralisation, M. Kassim Haroun Ali, et a vu la participation de la représentante de l'USAID à Djibouti, les cadres et les collaborateurs du ministère, mais aussi de la compagnie Kezen et l'agence d'exécution de ce projet. Ce don généreux s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à l'engagement de la société civile dans le processus du développement local financé par le gouvernement américain à travers l'USAID. Le projet a tenu à appuyer et combler les besoins en matériel bureautique et informatique. Cette remise d'équipement fait partie d'une initiative plus large visant à renforcer la décentralisation. Cette cérémonie souligne également l'engagement indéfectible de l'USAID en faveur du développement local à Djibouti. La cérémonie a été clôturée par la visite guidée des bureaux équipés du ministère de la décentralisation et une photo de famille qui a clôturé cette cérémonie. Nous sommes réunis aujourd'hui pour la cérémonie de remise officielle des matériels et d'équipements bureautiques pour le ministère délégué chargé de la décentralisation. Cette donation s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à l'engagement de la société civile dans le processus du développement local. Ce projet est financé par le gouvernement américain à travers l'USAID à autour de 10 millions de dollars jusqu'en 2025. Le ministère délégué chargé de la décentralisation tient une place capitale et stratégique dans le rapprochement des services publics au sein de la communauté rurale djiboutienne. Voici un extrait de l'intervention du ministre délégué chargé de la décentralisation, son Excellence M. Kassim Haroun Ali. C'est avec un immense plaisir que je voudrais vous souhaiter d'abord la bienvenue au ministère délégué de la décentralisation et vous remercier par la même occasion pour votre appui et votre constante collaboration en mon département. Comme vous le savez, le ministère délégué chargé de la décentralisation a pour mission de consolider la politique de la décentralisation au niveau national, surtout au niveau régional. Le ministère appuie constamment les conseils régionaux ainsi que les comités locaux de développement dans le processus de développement local. Ceci dit, le projet d'appui à l'engagement de la société civile financé par l'USAID et mis en œuvre par la compagnie Kezen rejoint cette volonté politique nationale. Permettez-moi d'adresser mes remerciements à la représentante de l'USAID, Mme Nancy Ostrowski, pour cet appui, mais aussi plus globalement exprimer ma gratitude à l'endroit de l'USAID pour les efforts divers et variés déployés en faveur de notre pays dans le cadre d'un partenariat basé sur une vision engagée. À titre de rappel, cette vision commune s'est concrétisée avec les actions engagées dans le cadre du présent projet d'appui à l'engagement de la société civile dans le processus de développement local. Ce projet a permis d'outiller les régions, les conseils régionaux, ainsi que les ministères par l'acquisition de matériel bureautique et informatique. Nul doute que ces différents matériels permettront de rendre plus efficaces les missions du ministère et des conseils régionaux. Je rappelle que ce projet est parfaitement en phase avec le plan national de développement de Djibouti et Djibouti ici, qui s'intègre dans la stratégie d'avenir définie par le président de la République, son Excellence, c'est le président Ismaïl Omar Guelleh, à travers le cadre de la vision 2035. Le plan national donne une priorité à l'inclusion sociale, la participation citoyenne et la réforme institutionnelle pour une meilleure gouvernance.
Le directeur général de la Bibliothèque et des Archives nationales avec les responsables des différents départements de son institution, ainsi que le commissaire général du Salon du Livre, hier dans la matinée, organisé une conférence de presse à la veille de la seconde édition du Salon qui s'y tiendra mercredi 24 avril 2024. Un événement culturel majeur qui met en lumière les défis et les opportunités du monde de l'édition et de la littérature dans le pays. Rappelons que cette année, le Salon du Livre concentrera sur 3 objectifs prioritaires cruciaux qui sont, entre autres, la cherté des livres et l'accès à la lecture, la création littéraire et la promotion des langues. Donc nous avons interrogé les officiels sur les tenants et aboutissants de cet événement qui joue un rôle pivot dans la promotion des livres, facilitation à l'accès aux livres et par conséquent permet d'ouvrir des opportunités de rencontre de la population passionnée de la lecture avec les écrivains. En quelques jours, des grands événements concernant, les lancements de la seconde édition des Salons des livres. Du coup, ma question, j'aimerais savoir quelles sont ces activités et dans quel lieu, auront lieu ces activités. Donc, et aussi, j'aimerais aussi que vous nous parlez de l'objectif et de l'importance qui revêt cet événement, à la fois pour la population et pour les écrivains. Donc, quels sont les pays qui vont également participer, à cet événement qui est d'une importance capitale pour les écrivains, pour, les lecteurs et la population dans sa globalité. Cette année, contrairement à la première édition, le salon a été institué par décret présidentiel. Ce projet de décret à l'époque a été entendu en Conseil des ministres le 26 septembre 2023 et il a été signé par le président de la République le 12 novembre 2023. C'était pour avoir à prendre le temps nécessaire pour la préparation de cette deuxième édition. Dans ce décret, plus ou moins tout est dit. Dans ce décret 337 du 12 novembre 2023, sur proposition du ministère de la Jeunesse et de la Culture, ce décret donne l'objectif qui est, par exemple, la promotion du livre et de l'édition dans toutes ses dimensions et genres, c'est-à-dire scientifique, académique, littéraire, scolaire, presse écrite. Tous les domaines sur lesquels un auteur pourrait écrire. Deuxième point, c'est la valorisation de la publication et de son développement. C'est en général les objectifs généraux. Mais le cadre de cette année, c'est, comme il est écrit dans le décret, chaque année, il y a un pays invité d'honneur. L'année dernière, c'était la Somalie. Cette année, c'est l'Éthiopie, la République fédérale démocratique de l'Éthiopie, qui est notre invité, l'invité du salon. Chaque année, il y a un commissaire général. Un commissaire général choisi, désigné par la ministre, par décret bien sûr, par arrêté, par la ministre, et qui appartient à la communauté des professionnels du livre de Djibouti, auteurs, éditeurs, ainsi de suite, tous les professionnels du livre. Et cette année, c'est M. Omar Youssouf Ali, qui est écrivain, conteur, un professionnel également de la chaîne des livres, qui est désigné comme commissaire général des livres. Donc c'est à peu près le cadre. Et le thème choisi cette année, c'est la littérature de jeunesse, de l'oralité à l'écrit. Dans la continuité de ces conférences scientifiques, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de Djibouti a organisé une conférence majeure sur la biotechnologie des substances naturelles et de l'environnement. Un événement qui s'est tenu dans la salle de conférence du CERD où des experts internationaux ont disposé des ateliers de formation aux étudiants de l'Institut supérieur des sciences de la santé et à ceux des différents hôpitaux de la capitale.
L'accent a été mis sur l'importance de la recherche dans ce domaine pour le développement durable, la protection de l'environnement et le traitement des maladies. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'adhésion officielle de Djibouti au Centre de génie génétique, le Centre international de génie génétique et de biotechnologie, une nouvelle étape significative pour le pays. La collaboration avec le centre ICGEB promet d'apporter des avantages considérables dans les domaines de la biotechnologie, du traitement des maladies et de la protection des espèces. La conférence, qui couvre diverses thématiques scientifiques, se déroulera jusqu'au 24 avril, offrant aux participants une mine de connaissances et d'échanges précieux. La présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche à cet événement souligne l'importance que le gouvernement accorde à la recherche scientifique et à l'innovation pour le développement du pays. Et la conférence a été marquée par la présence de nombreuses personnalités, notamment des experts venus du Maroc, de l'Inde, ainsi que des chercheurs scientifiques djiboutiens. On écoute un extrait de l'intervention du docteur Djaloudine, directeur général du CERD. De cette série de conférences avec le Centre international de génie génétique basé à Trieste en Italie. C'est aussi l'occasion pour nous de vous annoncer que Djibouti fait partie aujourd'hui officiellement de l'ICGEB, ce centre international basé à Trieste en Italie, traitant donc de tout ce qui est de la génie génétique et de l'ingénierie génétique, et qui est un organe en fait allié au système des Nations Unies. Ce centre est aussi appuyé par deux autres centres dans le monde. Le second se trouve à New Delhi, en Inde, et le troisième en Afrique du Sud. Et il y a une coopération internationale de nombreux pays dans le monde qui permettent justement de faire ce domaine de la recherche scientifique se développer et être bénéfique à l'individu et à l'environnement. La conférence aujourd'hui au CERD, qui est donc organisée par l'ICGEB et Djibouti à travers le CERD, mais en particulier l'Institut de recherche médicinale dirigé par Dr Fatouma Abdoulatif, va donc permettre à vous, étudiants, à vous, partenaires du ministère de la Santé, à vous, partenaires enseignants-chercheurs de l'université, ainsi que les chercheurs du CERD, avec la présence donc de nos partenaires internationaux à travers l'ICGEB, le docteur Pawan, qui vient de l'Inde, et le docteur Tarek, qui vient du Maroc, avec qui nous travaillons déjà de longue date. Direction Obok, où le vendredi 19 avril 2024, son Excellence le Président de la République, Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, a officiellement lancé dans la capitale le 3e recensement général lors d'une cérémonie marquante. Cet événement historique a suivi avec attention par la nation. À Obok, le préfet de la région d'Obok, Moussa Aden Bigane, et le président du conseil régional, M. Mohamed Ismail, ont procédé ensemble dans la matinée du samedi 20 avril au coup d'envoi de ce recensement, du 3e recensement de l'ensemble de la population vivant sur toute la région d'Obok. Ce recensement, le RGPH3, le 3e de son genre, est une manifestation de l'engagement du gouvernement envers le bien-être de ses citoyens. Il vise à recueillir des données précises et actualisées sur la population, fournissant ainsi une base solide pour l'élaboration de politiques et la planification de programmes visant à améliorer la qualité de vie de tous les habitants de Djibouti. Les autorités locales exhortent les résidents à participer pleinement à ce processus vital, soulignant l'importance de leur contribution pour garantir des données fiables et représentatives. La réussite de ce recensement dépend de la collaboration de chacun et chaque voix compte dans la construction d'un avenir meilleur pour Djibouti et les Djiboutiens. Toujours à Obok, où l'Association nationale de collectivités locales de Djibouti, connue de son acronyme l'ANCLD, a organisé avec succès la caravane de l'ANCLD, une tournée de sensibilisation visant à informer et mobiliser les conseils régionaux et communaux.
Dans le cadre du projet de la société civile, la gouvernance et au développement local à Djibouti, exécuté par l'AIMF sur financement de l'Union européenne, l'étape Obok de cette tournée a eu lieu le 22 avril. Cette rencontre a été conduite par le président du conseil régional d'Obok, accompagné par le président du conseil régional de Diki, et le président de la commune de Balbala. Toute l'équipe du projet de l'AIMF et les représentants du ministère de la décentralisation étaient aussi de la tournée. La caravane de la NCLD a rassemblé des élus locaux d'Obok, les sages de la région, les représentants des différents services déconcentrés et les responsables des associations actives et les associations de la région, soit environ une soixantaine de personnes. Pendant cette tournée, des sessions de sensibilisation et d'échange ont été tenues pour mettre en lumière les défis de la décentralisation et les obstacles auxquels les collectivités locales sont confrontées. La participation active et enthousiaste de tous les intervenants, combinée à l'accueil chaleureux de la population, ont contribué à faire de la caravane de l'ANCLD un succès incontestable. L'ANCLD demeure engagée à soutenir les conseils régionaux et communaux dans leurs efforts pour promouvoir un développement local durable et inclusif. Cela a été rappelé. Nous sommes là avec la NCLD pour plus d'informations, pour plus de sensibilisation sur le rôle, l'importance de l'Association nationale des collectivités locales en tant que fêtière et promotrice à côté de tout le système de soutien de la décentralisation pour faire avancer le processus. C'est une rencontre avec les services déconcentrés, les élus, la société civile. En termes de rencontre aussi, c'est une occasion de dialogue avec l'association. C'est vrai qu'on va dire ce que fait l'association, ce qu'a fait l'association, mais en retour, c'est bien aussi que l'on ait vos commentaires, vos questions, qu'est-ce qu'il faut pour que l'association puisse aller plus de l'avant. C'est une rencontre du donner et de recevoir. Donc, l'AIMF. Place aux interventions respectives du préfet et du président du conseil régional de la région de Bok. Aujourd'hui, comme je le disais en affaire, nous avons l'ANCLD au Bok. L'ANCLD est une association fêtière qui regroupe les 5 régions du pays, les 3 communes de Djibouti et la mairie. Elle a été créée, elle a été mise en place en 2016, mais active depuis 2018. Globalement, c'est une association fêtière qui est là pour appuyer la décentralisation et puis faire la promotion et le plaidoyer pour les collectivités que nous sommes, donc auprès de l'État et d'autres partenaires. Donc c'est une façon pour nous d'abord déjà d'expliquer à nos communautés, c'est quoi le rôle, qu'est-ce qu'on peut faire et les opportunités qu'on peut avoir avec cette association fêtière. Nous avons fait une fois un appel à projet qu'on avait lancé. Et au Bok, il y a l'association Oubki, un projet avec l'AIMF. Bon, bref, nous sommes là pour aujourd'hui expliquer ça. Donc, je remercie tout le monde qui est là. Je remercie particulièrement M. le préfet. Si je suis là aujourd'hui, que j'ai tenu à accompagner l'Association nationale des collectivités locales de Djibouti, ça participe à notre vision aussi de la décentralisation. Je m'occupe beaucoup donc de la déconcentration pour pouvoir renforcer et surtout accélérer la décentralisation en République de Djibouti. C'est ça mon rôle aussi. Mais cette association nous permettra de voir autre chose, d'avoir une autre vision des régions et d'avoir surtout des régions qui se concertent, des régions qui se parrainent et des régions qui s'échangent. C'est ça aussi qu'il faut développer et j'espère que cette association nous permettra d'aller de l'avant et surtout d'échanger avec les autres régions. Aujourd'hui, j'étais content d'accueillir non seulement le ministère de la décentralisation, mais surtout le président de Dikil, bienvenue Drogba, grande commune de Djibouti, Balbala. Nous vous souhaitons la bienvenue. Donc aujourd'hui, c'était la présentation de l'association, mais nous, on aimerait bien que vous veniez aussi, que pour nous, que pour s'échanger et nous faire connaître Balbala. Et nous, donc, on va vous faire connaître les spécificités de Bok. Et comme ça, nous pourrons mettre donc beaucoup de choses en place, que ce soit
culturel ou économique entre donc la commune de Balbala et la région d'Obok. Vous voyez que donc cette association n'est pas seulement créée comme associatif, mais surtout nous apporte un plus. Aujourd'hui, donc, on a la société civile et tous les services déconcentrés. J'espère que vous comprendrez encore mieux parce que là, avec M. Al-Roufa, il va nous détailler les missions, surtout les rôles et les missions de l'association. Aux nouvelles mondiales à présent, je vous le disais dans les titres, le service de défense civile de la bande de Gaza a fait savoir ce lundi que le nombre de corps découverts dans une fosse commune du complexe médical Nasser de la ville de Khan Younes s'élevait à 283. Ce bilan a été revu à la hausse après la récupération de 73 martyrs de la fosse commune, selon un communiqué de la défense civile. La défense civile de Gaza a annoncé samedi la découverte d'une fosse commune dans la cour de l'hôpital Nasser et la récupération de 50 corps de différents groupes et âges qui avaient été réunis par les forces israéliennes enterrés collectivement. Le 7 avril, l'armée israélienne a annoncé son retrait de Khan Younes 4 mois après le début de l'opération terrestre visant à récupérer les prisonniers israéliens détenus par le Hamas, mais elle a quitté la ville sans atteindre ses objectifs. Depuis le 7 octobre dernier, Israël mène une offensive militaire meurtrière contre Gaza qui a fait plus de 110 000 victimes entre morts et blessés, dont la plupart sont femmes et des enfants, sans compter le chiffre d'au moins 7 000 disparus. L'armée israélienne a causé d'énormes destructions et une famine qui a coûté la vie à des enfants et des personnes âgées, selon les sources palestiniennes et onusiennes. C'est tout pour ce journal de 22h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti. Bonne soirée à tous et à toutes.